Parce que là, vous faites la critique, ce qui est normal. Mais... Non, j'ai fait aussi des propositions, mais je crois que vous n'avez pas entendu. Je parle de la question du long terme. Je pense oui, que mais je peux vous dire très. Une réforme, par exemple, je sais pas. Mais non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas faire le Xème plan des écologistes de maintenant tout le monde en rang et c'est comme ça. Parce qu'on a tiré les leçons de deux idéologies qui, je pense, quand on se retournera sur le 20e et le début du 21e siècle, auront fait autant de dégâts, c'est-à-dire l'idéologie marxiste appliquée par les pays communistes et l'idéologie ultralibérale de l'école de Chicago appliquée par beaucoup de pays du monde. Tout aussi dogmatique, tout aussi brutal, tout aussi principiel. La concurrence comme outil de gestion permanent, malgré, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit bien que, et c'est là où je pense que la dimension humaine est intéressante, c'est que c'était l'égalitarisme des pays communistes a finalement toujours été biaisé par les individus qui essayaient de trouver des portes de sortie, et la logique ultra concurrentielle a été y compris biaisée par les agents économiques qui ont toujours en permanence tenté de faire des ententes pour échapper à la concurrence. Donc chaque système dogmatique produit des tentatives d'échappement. Donc je crois qu'il faut qu'on mette au cœur de ce qu'on défend, moi je le dis très simplement en matière économique, pas la logique de rentabilité ou de profit, mais la logique d'intérêt pour l'ensemble de la communauté humaine. Et donc, par exemple, en matière de production, se pose la question pas seulement de savoir combien on produit, mais qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut changer les règles de l'OMC qui évaluent les produits uniquement un œuf égale un œuf, 3 tonnes d'acier égale 3 tonnes d'acier, mais les évaluer en substance, c'est-à-dire 3 tonnes d'acier produites comment, avec quels dégâts sur l'environnement, avec quelles normes en matière sociale dans les usines de sidérurgie qui produisent cet acier, etc., etc. Je pense qu'il faut donc juger à la fois pouvoir évaluer les échanges internationaux en substance. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la taxe carbone. Nous, on ne défend pas une taxe carbone aux frontières, parce qu'une taxe carbone aux frontières, le danger, c'est que ça oblige, pour que les produits restent compétitifs, à écraser encore plus les modes de production et le niveau social des gens qui les produiront. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir être capable de fixer des normes qui permettent de refuser ou pas l'importation de produits en fonction de la qualité de leur mode de production, de la qualité sociale et de la qualité environnementale. Par exemple, sur la question de l'économie sociale et solidaire, nous avions dans les cartons, mais elle n'a pas pu être mise en œuvre, une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire qui permet de faire en sorte qu'au lieu de financer de fait entre 4 et 5 millions de chômeurs en France, on puisse développer cette activité qui n'a pas vocation à remplacer un secteur marchand qui n'existe pas de fait, mais qui permette à des gens qui sont aujourd'hui au chômage de trouver une activité, un emploi socialement utile qui puisse ne pas peser sur les finances publiques de manière inutile comme l'est le chômage aujourd'hui. Mais je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples. Hein. Très bien. Vous parlez beaucoup du dogmatisme. Donc, sans être dogmatique, l'écologie a, en tout cas en France, toujours été de gauche. Pourquoi ce choix? N'y a-t-il pas de possibilité d'écologie de droite? Alors, le vrai sujet, c'est de savoir, maintenant, c'est d'ailleurs pas un sujet inintéressant, qu'est-ce que c'est la droite et qu'est-ce que c'est la gauche. On a un gouvernement qui est soutenu par des partis politiques qui se disent, ou par des leaders politiques qui se réclament de gauche. On a une perméabilité sur les questions, notamment sur les questions économiques, entre certains, c'est moins net maintenant parce que le temps a un peu passé, mais à la fin des années 90, on pouvait légitimement s'interroger sur la limite entre la droite et la gauche sur ces questions-là. Les écologistes, si vous avez compris ce que j'ai dit, sont principalement dans la rupture avec la logique productiviste. Et cette logique productiviste, je caricature une logique productiviste de droite et de gauche. Une logique productiviste de gauche, c'est de dire il faut plus de croissance, parce que quand il y aura plus de croissance, on pourra partager avec ceux qui ont pas de moyens aujourd'hui. Et si ça fait du dégât, en attendant, c'est pas trop grave parce qu'à la fin, ça ira mieux. C'est ce que vous entendez en disant il faut soutenir la croissance, il faut soutenir la consommation, ça permettra l'emploi. Même si on a bien vu que la corrélation stricte entre emploi et croissance est quand même singulièrement fragilisée et en tout cas n'est pas évidente depuis
au moins le milieu des années 70. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le productivisme de droite, lui, il est dans une logique où l'objectif de partage des richesses n'est pas un objectif en soi. L'objectif est de faire croître la richesse collective en disant qu'ensuite, chacun, en fonction de ses efforts, pourra être susceptible de bénéficier d'une part de cette richesse. Je caricature. Donc, notre opposition, elle est tout autant avec une logique productiviste dite de gauche qu'une logique productiviste dite de droite. Mais les valeurs qui sont des valeurs, elles aussi dites de gauche, des valeurs qui portent un projet de transformation sociale, d'émancipation, d'égalité des droits, qui revendiquent le partage des richesses et qui l'assument, ce sont des valeurs qui sont au cœur de l'écologie politique. Donc ça veut dire que l'écologie politique n'est pas au sens strict de gauche, mais que l'écologie politique est héritière du projet de transformation sociale qui a été porté par les partis ou les formations de gauche au 19e ou au 20e siècle. Et que, par ailleurs, en termes de stratégie électorale ou d'alliance électorale, il est très clair que, pour nous, il est exclu de faire alliance avec les partis de droite, et a fortiori avec l'UMP telle qu'elle, étant donné le projet qu'elle porte aujourd'hui, parce qu'il y a quelques exceptions en Europe, ça a pu exister, mais que l'alliance avec la gauche et avec le Parti socialiste n'est jamais automatique. Elle est possible, elle est envisageable, on peut même dire que dans un certain nombre de cas, elle est souhaitable sur la base d'un accord sur le projet qui va être mené par les partenaires pendant la durée d'une mandature, mais elle n'est pas automatique. Alors à un niveau européen, à la sortie de la crise de l'euro qu'on a traversée, et puis avec la fusion Europe Écologie et les Verts, quelle est justement votre vision d'une organisation européenne plus tournée vers l'écologie et le développement durable? Alors d'abord, il y a une chose qui est très importante, je l'ai pas dite, mais c'est très important, c'est que bien évidemment, quand on réfléchit aux questions d'environnement, on ne peut pas imaginer y réfléchir dans un cadre national. Les crises écologiques, tant la crise de la biodiversité que le dérèglement climatique se moque absolument et définitivement des frontières. Donc bien sûr que sur un certain nombre de sujets, je parlais tout à l'heure des questions énergétiques, la réflexion et les projets doivent être envisagés à l'échelle de l'Union européenne. C'est une évidence, en tout cas une échelle plus large que l'échelle franco-française. Même s'il faut constater, je reviens à Copenhague, que la France, dans la position de l'Union européenne juste avant Copenhague, a joué un rôle franchement négatif en étant les deux pieds sur le frein sur les financements pour les pays du Sud pour l'aide à la transition énergétique. C'est la France qui a freiné l'Union européenne et qui ne l'a pas permis de prendre une position un peu plus allante sur ces questions-là. Donc je crois que les écologistes ont été depuis toujours les plus pro-européens et en même temps parfois les plus critiques, c'est-à-dire les plus attachés à la construction européenne. Nous, de façon un peu rapide, les différents échelons sur lesquels il nous semble important de travailler, c'est les intercommunalités, les régions et l'Europe, et que le projet que portent les écologistes, c'est le projet d'une Europe des régions et des peuples solidaires, c'est-à-dire qu'on ne soit pas aussi là en train d'organiser la concurrence entre les territoires, mais bien la coopération, la mutualisation des moyens et la solidarité, mais c'est bien de travailler sur un certain nombre de projets à l'échelle européenne. Et par exemple, il nous semble absolument essentiel de doter l'Union européenne d'un véritable budget. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas les moyens de mener de véritables politiques européennes parce qu'il n'y a pas les moyens financiers tout simplement. Donc je crois que c'est essentiel pour nous que sur un certain nombre de sujets, on puisse être très clairement dans la volonté de travailler au sein de l'Union européenne. Après, on est aussi très critique vis-à-vis de la construction européenne telle qu'elle s'est faite dans la dernière période, avec une grande distanciation vis-à-vis des citoyens. Et donc, il nous semble aussi que ça présente un risque vis-à-vis de la construction européenne elle-même, puisque cette distance, elle est ressentie de plus en plus comme une fracture et comme une sorte de construction qui ne se fait pas avec les habitants, même si d'ailleurs au moment où on a parlé de l'euro et des quelques interventions qui défendaient la sortie de la zone euro, on a vu que petit à petit, l'attachement des Français à l'euro s'était développé. Et c'est un attachement qui, au-delà de, je crois, des questions de stabilité monétaire, est aussi petit à petit le fait d'avoir le sentiment de faire partie d'un espace partagé. Et puis sans doute aussi un effet générationnel. Donc il est évident que la réponse européenne, elle est essentielle. Et je crois que d'avoir construit l'Europe sur, au départ, le charbon et l'acier, ce qui peut sembler
puisque je reprends votre intervention tout au début, pas forcément écolo, c'était nécessaire, et il était nécessaire de franchir un certain nombre d'étapes, mais l'étape indispensable aujourd'hui, c'est une véritable Europe politique et pas seulement un espace de commerce et pas seulement l'organisation d'une logique concurrentielle, parfois même entre les pays, du fait des différences en matière fiscale. Et il nous semble que avoir une convergence et vers le mieux-disant sur les normes sociales et sur les questions fiscales est quelque chose d'absolument important. Donc vous souhaitez un nouveau traité européen avec par exemple une gouvernance économique européenne et non plus juste pour les pays membres ou Oui, on a défendu d'ailleurs de remplacer le pacte de stabilité et de croissance par un pacte de coopération écologiste et solidaire, avec des critères, mais des critères qui n'étaient pas du tout des critères financiers ou des critères de gestion de budget national, mais des critères en matière d'objectifs de réduction de la pauvreté notamment, et d'avancer sur un certain nombre d'autres questions. Donc oui, bien sûr, nous on est favorable à une plus grande cohérence des politiques menées, davantage de pouvoir au Parlement européen, et puis une autre majorité évidemment au Parlement européen, même si on sait que les écologistes qui forment un groupe très important aujourd'hui, ont pesé de manière significative et que sans doute beaucoup d'avancées en matière environnementale en France sont le résultat de la traduction de directives européennes et qu'on n'aurait pas eu des avancées aussi significatives si on avait dû s'en remettre au Sénat et au Parlement ces dernières années. Donc justement, là, au Parlement européen, là, il y a eu une intervention de Daniel Cohn-Bendit au sujet de la Tunisie. On en a parlé, enfin, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Donc le président vient d'être chassé du pouvoir, et donc la Tunisie est en proie à l'instabilité. Quel est votre point de vue? Ne pensez-vous pas qu'elle risque de tomber aux mains des extrémistes qui justement qui peuvent parfois guetter ces moments d'instabilité pour Ouais, ça fait 27 ans qu'on explique qu'il vaut mieux Ben Ali parce que sinon ce sera les islamistes. Les écologistes ont fait partie de ceux qui n'avaient pas peur de dire que le régime en place en Tunisie avait un nom et c'était celui de dictature. C'est-à-dire que c'était un régime policier extrêmement violent, pas seulement vis-à-vis des opposants, mais c'était aussi un régime basé sur la corruption, basé sur le népotisme, où une grande partie des richesses était concentrée entre les mains. Maintenant, ça se dit de manière ouverte, mais c'était beaucoup plus difficile de le dire, et que la responsabilité de la France dans le maintien de ce régime est grande. Hein. Et donc, d'ailleurs, les déclarations de la semaine dernière de Michel Alliot-Marie, qui est ministre de l'Intérieur, et les informations ont été rendues publiques que vendredi, un avion a été arrêté à Roissy, chargé de matériel dit de maintien de l'ordre. Donc c'est vraiment, enfin la France, je dis la France, c'est très désagréable quand on est en opposition et de tout temps à cette politique, a été coupable dans la situation tunisienne et que bien sûr que la période est instable. On est dans ce qui est le modèle du genre d'une révolution, c'est-à-dire la remise en cause d'un pouvoir en place par la mobilisation d'une grande partie de la population et ce pendant des jours et des jours malgré la répression du pouvoir avec le basculement de l'armée qui est évidemment notable. Je pense que quand on voit les choses depuis la France, en fait, on fait mieux de se taire, parce que les Tunisiens ont démontré qu'ils étaient capables, y compris de résister à la tentative encore actuelle de déstabilisation extrêmement violente par les forces de police spéciales qui ont organisé le pillage, la désorganisation et qui ont essayé d'organiser la terreur. Donc c'est évidemment très très difficile. Je pense qu'il y a aussi une partie de l'ancienne oligarchie autour de Ben Ali qui essaye de garder la main. Mais je crois, et ça, tous les opposants tunisiens, qui soient entre guillemets légaux ou qui ne l'aient pas été jusqu'à il y a quelques jours, puisqu'il y a un parti politique qui s'appelle Tunisie Verte, qui est un parti écologiste qui était illégal et pas autorisé depuis sa création, mais que nous soutenions beaucoup, disent que le risque islamiste en Tunisie est très faible. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns, d'ailleurs ils sont beaucoup plus modérés qu'ailleurs, mais c'est pas du tout, il y a toujours eu une opposition démocratique en Tunisie. C'est très difficile de reconstruire une démocratie quand on a vécu 50 ans de fait entre Bourguiba et Ben Ali, de dictature et de régime policier. C'est un policier pour 150 habitants en Tunisie. Hein. C'est des proportions qu'on n'imagine pas, c'est un climat qu'on peut pas imaginer. Moi j'y suis allée il y a 2 ans
au moment des émeutes de Gafsa. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ces émeutes qui sont sans doute le moment où les choses ont commencé à naître quand on fera l'analyse politique, sont nées parce qu'il y avait 150 postes qui étaient ouverts au recrutement dans les mines et que ces postes ont tous été attribués aux amis de la famille des dirigeants politiques du RCD et que les jeunes se sont révoltés très violemment, que la répression a été terrible avec de la torture, avec des emprisonnements arbitraires, avec des procès qui n'avaient de procès que le nom et qui étaient de l'abattage. Et je crois qu'il faut imaginer le courage dont a dû faire preuve cette population pour affronter un régime policier de cette nature et que je crois que vu le courage qu'ils ont démontré et leur volonté de démocratie, je pense qu'ils ont la capacité de reconstruire cette démocratie, même si c'est avec des difficultés qu'on a peine à imaginer quand on vit dans un pays comme le nôtre. Toujours en restant en Afrique, il y a le cas de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Selon vous, que doit faire la France dans un cas comme celui-ci? Doit-elle agir militairement, juste diplomatiquement? Ne doit-elle pas agir du tout? Je pense que de toute façon, ça doit se faire dans le cadre de l'ONU et de l'ONUCI. Je pense que les années de France-Afrique qui sont pas complètement terminées discréditent beaucoup l'intervention de la France en tant qu'État sur l'ensemble du continent africain. Donc il faut laisser les choses se faire dans le cadre de l'ONU et dans le cadre de l'ONUCI et essayer aussi, quand on connaît la situation en Côte d'Ivoire, de faire en sorte de ne pas favoriser la guerre civile. C'est difficile à dire, hein, l'espace est très, très limité, et donc il faut continuer la pression internationale pour faire en sorte que les élections, que le résultat des élections soit effectif. Mais il faut aussi se souvenir qu'ont eu lieu en Côte d'Ivoire des moments de guerre civile extrêmement violentes et que donc sur cette corde raide entre les deux dangers, le maintien au pouvoir toujours ambigu mais actuel de Gbagbo et la guerre civile, il faut trouver la voie de sortie. Et je pense que c'est pas la France à elle seule évidemment qui peut ou même qui doit jouer un rôle, d'autant plus que son rôle a été et surtout en Côte d'Ivoire ambigu au moment des massacres qui ont lieu sous couvert de défense de l'ivoirité, pour ceux qui s'en souviennent. Mais par exemple, alors je cite Laurent Gbagbo qui dit « J'aurais dû me faire élire à 80%, j'aurais été moins suspect ». Donc il y a plein de dictateurs en Afrique. Donc certes, là il y a eu des élections et il les a perdues, mais pourquoi n'agit-on pas aussi pour les autres dictateurs qui se font élire de manière, comme il dit, à 80%, c'est pas mieux quoi. C'est pas à moi qu'il faut le demander, hein. Je pense que quand le président de la République française s'est félicité après la réélection de Ben Ali à 98%, je crois, de l'avancée de la démocratie, oui, évidemment, ils n'ont pas à se gêner quand on tient des propos pareils, mais on n'a jamais été de ceux qui soutiennent une forme de réel politique qui finalement est une sorte de poursuite d'un esprit colonial de fait, hein, où on préfère, pour répondre à ce que vous dites, où on argumente ça avec soi-disant un miracle économique, voire le rempart contre l'islamisme, mais on se sent plus confortable avec un régime autoritaire et népotique. Donc moi je ne vais pas vous défendre la position, pas ambiguë, mais coupable de la France dans un certain nombre de cas. Par ailleurs, je pense que ce qui est plus grave aujourd'hui, et je pense que ça s'est vu au Niger et dans d'autres situations, c'est une forme d'alignement avec la politique américaine façon Bush, hein, un peu cow-boy et un peu prétentieuse, qui en plus radicalise un certain nombre de discours politiques et qui fait sur un terreau de pauvreté prospérer le terrorisme. Je pense que la question terroriste, elle doit être affrontée de manière politique, mais aussi de manière idéologique, c'est-à-dire qu'il faut voir quels sont les éléments qui sont utilisés pour alimenter et pour recruter bien sûr des gens qui sont en situation de grande précarité, mais qui justement s'appuient sur les interventions étrangères, que ce soit celles de la France ou celles des États-Unis, sur des pays qui ne sont pas les leurs, pour alimenter un discours nationalo-extrémiste. Donc c'est très important. Il n'y a pas de là-dessus aussi. Hein, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de certitude, mais il y a quand même la lucidité de savoir qu'un certain nombre de postures, y compris de postures dans le discours intérieur vis-à-vis des questions musulmanes, sont des sujets qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse. Voilà.
Donc, par exemple, quand vous avez dit je ressens un malaise vis-à-vis de la position qui consiste à dire qu'il fallait affirmer une fermeté vis-à-vis des terroristes, qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour... Vous savez, j'ai dit ça mardi dernier, je m'en souviens très très bien, après que pendant 2 jours, il y ait eu une sorte d'union sacrée de la classe politique pour dire qu'on avait bien fait. Et moi, je pouvais pas dire que après que 2 jeunes Français soient morts, on pouvait dire fantastique, on a bien fait, on a montré qu'on était ferme vis-à-vis des terroristes. J'ai dit aussi, justement en essayant de m'appliquer à moi-même ce que j'ai dit, j'ai pas dit que la solution, le choix de l'intervention était une mauvaise solution. J'ai dit que pour moi, je pouvais pas dire qu'elle était évidemment la bonne. Quelques jours après, quand on voit la discordance entre ce qui a été dit par la diplomatie française ou par le ministre des Affaires, par le ministre de la Défense, et la réalité du résultat de l'autopsie, plus les déclarations des terroristes de l'AQMI, qu'on peut évidemment prendre avec beaucoup de pincettes, mais aussi des responsables nigériens, on peut se dire que la transparence n'a pas été totale dans les informations qui ont été données au début de la semaine. Et que donc, sur ces questions-là, il faut être prudent, mais faire ce type de déclaration, c'est très compliqué, parce que vous êtes mis sur le fil du rasoir de celui ou de celle, en l'occurrence, qui rompt l'unité nationale. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il faut être à la fois capable de dénouer ce qui alimente le terrorisme dans ces pays et de savoir à quel moment on fait le choix ou pas de l'intervention militaire. On sait très bien. Je peux vous dire, puisqu'on a vécu, nous, écologistes, pendant des années, avec le soutien à Ingrid Betancourt, otage, que toutes les familles sont toujours contre une intervention militaire qui présente, en général, des risques très importants. Réfléchissez juste à cette situation. Ils sont dans un 4x4, il y a 4 types armés, 2 otages, et il y a 3 hélicoptères qui débarquent. La probabilité que l'histoire se finisse pas par la mort d'une grande partie, sans doute, des preneurs d'otages, mais aussi des otages, est limitée quand même. Voilà. Et après, évidemment, il faut faire le choix entre mort et toujours otages au milieu du désert, où effectivement, c'est une situation très très compliquée. On le voit avec les otages qui sont actuellement détenus. Mais je ne dis pas que la situation mort est mieux que otage au milieu du désert. Voilà, c'est ce que je dis avec modestie, mais quand même avec une certaine fermeté, parce qu'on ne peut pas faire tout passer sous la logique de la fermeté vis-à-vis du terrorisme. Mais les derniers otages, je vous ai dit, dans le désert, ils ont été tués, donc... Non, les otages d'Areva, ils sont toujours otages. Michel Germano, ouais, il est mort, effectivement. Et on a aussi essayé d'intervenir, et ceux qui étaient sur le navire, enfin sur le voilier Le Ponant, quand les commandos de marine sont intervenus, il y a un des otages qui est mort également. Voilà. Oui, une intervention militaire, c'est toujours très risqué pour la vie des otages, et de tout temps, la priorité a quand même été la préservation absolue de la vie des otages. Voilà. Très bien, on va passer à un autre sujet, tout autre sujet. On va revenir en France, et nous allons parler de la stratégie écologique pendant les présidentielles. Donc vous avez décidé de faire des primaires, puis d'avoir un candidat à la présidentielle. Peut-être une candidate. Peut-être une candidate, bien entendu, mais pourquoi ne pas faire par exemple une primaire avec la gauche élargie, comme l'avait proposé Gabriel Cohn-Bendit il n'y a pas longtemps dans Le Monde. Je dois vous avouer, je ne me rappelle plus de la date. Pourquoi ? Mais en fait, moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi on se pose cette question ? C'est-à-dire que je ne crois pas, et d'ailleurs, ce que dit Gabriel Cohn-Bendit, si on va jusqu'au bout de sa logique, c'est en échange de 30 députés, si j'ai bien compris. On a un problème en France, et là je le dis en tant que politique, même pas qu'en tant qu'écologiste, c'est que l'élection présidentielle, avec l'inversion du calendrier, plus le quinquennat, est devenue un espèce d'entonnoir de personnalisation, d'obnubilation de la vie politique. Le signe d'ailleurs, c'est qu'on ne parle pas seulement de la présidentielle de 2012, on parle de la présidentielle de 2017. Les positionnements aujourd'hui, compris dans le débat parlementaire de la part de certains, sont au vu de la stratégie de 2017. Vous avez sûrement lu, je le dis à l'aise, parce que c'est tout autant des élucubrations que ce que vous pouvez lire sur nous. Peut-être des fois c'est plus vrai ou faux que si Jean-François Copé se met à parler des 35 heures, c'est pour déstabiliser Sarkozy, parce qu'il se dit qu'en 2017, il ne pourra pas être élu président de la République si Nicolas Sarkozy est réélu en 2012, etc., etc. Donc on est devenu complètement, vraiment déformé par la logique présidentielle. Donc du coup, effectivement, une des pentes naturelles consisterait à dire
il y a basta, nous on sort de cette logique-là et on ne veut pas participer à l'élection présidentielle. Le problème, c'est que en même temps, et ça c'est du fait de l'inversion du calendrier, les législatives sont devenues la ratification de l'élection du président. Tout le monde s'en fiche, c'est vraiment une espèce de vaguelette qui suit l'élection du président. Et ça c'est un tort, et je le dis très simplement, hein, c'est sous l'impulsion de Lionel Jospin et du Parti Socialiste à l'époque que cette inversion avait eu lieu, et nous étions très opposés, pas seulement nous, le Parti Communiste aussi à l'époque, et d'autres. L'UDF, je crois, c'est que finalement, c'est la seule élection où on arrive à parler d'un projet politique. C'est l'élection où il y a le plus d'intérêt, où il y a sans doute une des participations les plus importantes avec les élections municipales. Donc ne pas y être, qui plus est pour une famille politique qui est présente dans le paysage depuis l'élection